Bonjour à toutes et à tous. Bon, aujourd'hui, je prends la parole avec beaucoup d'émotion. Mes enfants sont repartis tout à l'heure à 14h30 avec un peu de retard. Et comme à chaque départ, c'est extrêmement difficile. Difficile pour eux, évidemment. Difficile pour moi. Difficile pour cette petite sœur qui les regarde partir sans comprendre pourquoi la maison redevient soudain plus silencieuse. Mon fils, qui va avoir bientôt 7 ans, a pleuré à l'idée de partir. Ma fille, elle, ne voulait pas dormir la veille du départ. Chez mes enfants, l'angoisse de séparation est toujours présente. L'angoisse de quitter maman, l'angoisse de ne plus la revoir, l'angoisse de ne plus pouvoir lui parler librement. Et je veux le dire clairement, voilà les conséquences concrètes de 10 mois de non-représentation d'enfants et d'une rupture de contact téléphonique qui a duré un an. Ce ne sont pas seulement des dates dans un dossier, ce ne sont pas seulement des procédures, ce ne sont pas seulement des plaintes ni des décisions de justice. Ce sont des enfants qui pleurent. Ce sont des enfants qui ne veulent pas dormir. Ce sont des enfants qui s'agrippent. Ce sont des enfants qui demandent à quand est-ce qu'ils vont revoir leur mère. Ce sont des enfants qui ont peur que le lien disparaisse encore. Et ça, aucun tableau, aucun rapport, aucune ordonnance de jugement ne peut vraiment le traduire dans toute sa violence. Pendant ces 15 jours, nous avons pourtant vécu de très bons moments. 15 jours, c'est court, très court. C'est trop court pour rattraper 10 mois d'absence. C'est trop court pour réparer tout ce qui a été cassé, pour effacer les angoisses et pour reconstruire complètement la sécurité affective. Mais c'était intense, c'était beau et c'était précieux. Mes enfants ont pu découvrir notre nouvelle maison. Ils ont découvert leur nouvelle chambre respective. Ils ont pu investir leur espace et prendre leur marque. Nous avons pu construire la piscine ensemble, enfin les mieux, vu les fortes chaleurs qu'on a dû encaisser pendant cette période. Et c'était un vrai travail d'équipe. Chacun voulait participer, chacun voulait aider, chacun voulait mettre sa pierre à l'édifice. Et dans ces moments-là, on voit ce que le lien familial veut dire. Ce n'est pas seulement vivre sous le même toit, c'est faire ensemble, rire ensemble, construire ensemble, se chamailler parfois, se retrouver, réapprendre les habitudes, réapprendre la présence. Ils ont aussi pu profiter de leur petite sœur qui a 4 mois. Et là encore, c'était magnifique à voir. Les voir dans leur rôle de grands frères et de grandes sœurs, c'était juste bouleversant. Ils étaient tendres, présents, investis, curieux et tellement fiers. Ils voulaient s'occuper d'elle, lui changer la couche, lui donner à manger. Ils ont pu participer à la première cuillère de légumes de leur petite sœur et de compote. Ils ont pu la faire sourire, être près d'elle. Et moi, je regardais ça en me disant, voilà ce qu'on leur vole quand on rompt le lien. On ne vole pas seulement du temps à une mère, on vole aussi des souvenirs aux enfants, on vole des moments de fratrie, des repères, une continuité, et on vole une maison intérieure. Pendant ces vacances, nous avons aussi beaucoup lu. Chez nous, il y a la lecture du soir. C'est un rituel, un moment calme, un moment à nous, un moment où les enfants peuvent poser des questions, parler et se déposer. Un soir, mon fils m'a posé des questions sur Jésus. Alors le lendemain, nous sommes allés dans une librairie à Grenade pour choisir des livres. Mon fils a alors choisi un livre sur l'histoire de Jésus et il a aussi choisi un livre sur l'esclavage, de l'oppression à la libération. Pardon. Ma fille, elle, a choisi 2 livres de Mortel Adèle. Elle adore cette petite chipie.
Et le soir, mes enfants ont décidé de lire ensemble le livre sur l'esclavage. Ce livre parlait d'oppression, de domination, de libération, de personnes à qui l'on retire la liberté, la dignité et la parole. Et parfois, un livre ouvre une porte. À la fin de cette lecture, il était temps d'aller dormir. Mais ma fille m'a prise à part. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que son histoire lui appartient et parce qu'elle est une enfant. Je ne veux pas exposer son intimité. Je ne veux pas mettre sa parole en spectacle. Je veux juste la protéger. Mais ce que je veux dire, c'est que ce livre a réveillé quelque chose chez elle. Ma fille a posé des questions très dures. Des questions sur les violences faites aux filles. Des questions sur pourquoi certains garçons s'en prennent aux filles. Des questions qui ne sortent pas de nulle part. Et puis, elle m'a reparlé d'un traumatisme grave de nature sexuelle qu'elle avait subi lorsqu'elle était très jeune. Elle avait 3 ans à l'époque. Elle en a 8 aujourd'hui. À l'époque, sa parole n'avait pas été accueillie comme elle aurait dû l'être. Elle avait été renvoyée, retournée, minimisée. Et comme trop souvent avec les enfants, comme trop souvent avec les parents protecteurs, la parole de l'enfant avait été ramenée à une prétendue influence de la mère. C'est maman qui lui a dit de dire ça. Combien de parents protecteurs connaissent cette phrase? Combien de mères l'ont entendue? Combien de pères aussi? Combien d'enfants ont été réduits au silence parce qu'un adulte protecteur était accusé d'avoir fabriqué leurs paroles? Quand la résidence est chez l'autre parent, quand les décisions ne vous laissent que des miettes, quand l'enfant repart, quand vous n'avez que quelques jours, que fait-on? On protège comme on peut, on écoute comme on peut, on rassure comme on peut. On ne force pas la parole, on ne l'arrache pas, on ne mène pas une enquête soi-même. On dit juste à son enfant « Je t'entends, je te crois dans ce que tu ressens. Tu as le droit d'en parler, tu as le droit d'être aidé. Et ce n'est pas à toi de porter cela toute seule. » Ma fille m'a dit qu'elle avait peur que la personne concernée ait des problèmes. Je lui ai alors expliqué, avec des mots d'enfant, évidemment, que lorsque une personne fait quelque chose d'aussi grave, c'est qu'il y a déjà un problème. Mais ce n'était pas à elle de le résoudre. Ce n'était pas à elle de protéger les adultes. Ce n'était pas à elle de porter la honte. Et ce n'était pas à elle de se taire. Je lui ai expliqué que le seul moyen de l'aider, elle, et d'aider les autres, c'était d'en parler à une professionnelle. Et là, ma fille m'a demandé à voir une professionnelle. Je veux vraiment m'arrêter sur ça. Ma fille a demandé de l'aide. Elle a 8 ans. Elle a eu le courage de dire « Je veux voir quelqu'un. Je veux avancer. Je veux travailler avec mes émotions. » Quel courage! Dans la nuit, j'ai cherché une consultation. J'ai trouvé une psychologue sur Montauban. Ma fille l'a vue une première fois, jeudi soir, puis elle a demandé à la revoir. Elle y est retournée ce matin, à 10h. Évidemment, dans le cadre de l'autorité parentale conjointe, j'ai informé le père. L'ordonnance rappelle d'ailleurs que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'école, l'éducation, et s'informer réciproquement sur l'organisation de la vie des enfants, y compris les traitements médicaux et les loisirs. Cela faisait 5 ans que je sollicitais le père pour que mes enfants puissent avoir un suivi psychologique. Je n'ai eu aucune réponse à mes relances. Mais là, c'était important, il fallait réagir.
Donc, je l'ai informé. Parce que je respecte le cadre, parce que je documente, parce que je ne fais pas les choses dans l'ombre, parce que lorsqu'un enfant parle, il faut que les adultes prennent leurs responsabilités. Une information préoccupante va donc repartir, ou des démarches de protection vont être enclenchées par les voies adaptées. Excusez-moi. Et je leur ai dit, je ne donne pas ici les détails, je ne veux pas exposer ma fille, je ne veux pas que sa parole soit utilisée contre elle, je ne veux pas que son histoire devienne une polémique. Je veux simplement dire que les enfants grandissent, les enfants parlent, les enfants comprennent et les enfants font des liens. Ils relient les choses. Et parfois, il suffit d'un livre, d'un moment de calme, d'une confiance retrouvée pour qu'une parole longtemps enfermée commence à sortir. Voilà pourquoi le lien est vital. Voilà pourquoi les enfants doivent pouvoir parler librement avec chacun de leurs parents. Voilà pourquoi couper un enfant de sa mère ou de son père n'est jamais anodin. Voilà pourquoi 10 mois de rupture de lien, ce n'est pas seulement une difficulté d'organisation, c'est une atteinte profonde à la sécurité affective d'un enfant. Pendant ces 15 jours, nous avons ri, nous avons joué à des jeux de société, nous avons fait des balades, nous sommes allés au parc aquatique de Saint-Sardos, pas très loin de la maison. Nous avons construit, nous avons lu, nous avons cuisiné, nous avons fait des câlins et nous avons eu des fous rires. J'ai retrouvé mes enfants dans leur spontanéité, dans leur tendresse, dans leur gentillesse, dans leurs questions et dans leur fragilité aussi. Et puis aujourd'hui, il a fallu repartir. Le passage de bras s'est fait devant le commissariat de Blagnac. Mon fils, qui va avoir 7 ans, donc, est sorti de la voiture en pleurant, en disant qu'il ne voulait pas partir. Ma fille était au bord de larmes. Elle n'arrivait pas à s'exprimer. Elle restait agrippée à moi. Elle ne voulait pas partir non plus. Et ils ont eu à peine 4, 5 minutes. Quelques minutes pour quitter leur mère, pour quitter leur petite sœur, pour quitter leur maison et pour quitter 15 jours de liens retrouvés. Puis la pression est revenue tout de suite. Dépêchez-vous, les enfants. Je viens d'avoir 7 heures de route dans les pattes. Il y en a encore pour 5 heures. On se bouge. Dépêchez-vous. Parce qu'il y avait la route, il y avait la fatigue, et il fallait faire vite. Bon, bienvenue dans mon monde. Mais un enfant qui pleure n'a pas besoin qu'on lui dise de se dépêcher. Un enfant qui se sépare de sa mère après 15 jours intenses n'a pas besoin d'être pressé. Il a besoin qu'on accueille son émotion. Il a besoin qu'on lui dise qu'il a le droit d'être triste. Il a besoin qu'on le rassure, qu'on lui dise qu'il reverra sa mère. Il a besoin qu'on sécurise le lien. C'est cela, être centré sur les besoins des enfants. C'est pas seulement organiser les trajets, calculer les heures, gérer les sacs, et respecter une ordonnance à la minute près. Être centré sur les besoins des enfants, c'est aussi respecter leurs émotions. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Je suis vidée. Mais je suis aussi remplie de ces 15 jours. Je suis remplie de leurs rires, de leurs câlins, de leurs petites voix, de leurs grandes voix aussi, de leurs questions, de leurs livres, de leur chambre, de leur rôle auprès de leur petite sœur, de leur je t'aime, de leur peur aussi. Et je vais continuer à documenter parce que ce que nous vivons n'est pas seulement une histoire familiale, c'est un mécanisme. On prive un parent du lien, on bloque les appels, on empêche les échanges, on laisse l'angoisse s'installer. Puis quand le parent parle, quand il alerte, quand il insiste, on le décrit comme conflictuel.
Mais qui regarde les enfants? Qui regarde l'enfant qui pleure au départ? Qui regarde l'enfant qui ne dort pas la veille du départ? Qui regarde l'enfant qui demande une psychologue? Qui regarde l'enfant quand il parle enfin d'un traumatisme? Qui regarde l'enfant qui a peur de ne plus revoir sa mère? Voilà ce que je veux faire entendre. Encore une fois, je ne demande pas que l'on me croie sur parole. Je demande que l'on regarde les éléments. Je demande que l'on regarde les enfants. Je demande que l'on regarde les conséquences concrètes. Désormais, je suis censée avoir les enfants en visioconférence, les mercredis et les dimanches à 18h. Nous verrons donc très vite si ce cadre est respecté. Donc je vais noter, je vais conserver et je vais documenter. Et surtout, je vais continuer à être là. Parce que mes enfants doivent savoir que je ne disparais pas, même quand ils repartent, même quand le lien est empêché, même quand je suis loin, et même quand je dois attendre. Je suis là, je suis leur mère, et je continuerai à me battre pour eux, avec dignité, avec vérité, avec les faits, les pièces, et avec tout l'amour que j'ai pour eux. Ces 15 jours étaient courts, mais ils étaient réels, ils étaient beaux, ils étaient à nous. Et personne ne pourra effacer ça. Et encore une fois, merci à tous d'être là. Je vous embrasse et à bientôt.